On les applaudit. Bravo. Bonjour à toutes et tous. Je ne suis pas devenu mégalo, je découvre. Hein. On ne m'avait pas prévenu, mais ils sont quand même extraordinaires, je trouve. Vraiment, applaudissez-les. Alors, cela dit, ça tombe bien qu'on ait cette charge d'adrénaline-là, parce que accrochez vos ceintures. On est là aujourd'hui pour tomber d'accord sur ce qui va se passer maintenant dans les semestres et les années qui viennent. On va vous demander beaucoup plus. Vous ne le saviez pas, mais en fait, vous êtes venus pour ça. Alors, d'abord, les chiffres, Benjamin va vous les donner tout à l'heure. On a fait des belles années, très très belles années. Je vais vous en donner un qui va vous montrer à quel point, au-delà de l'affection intime qui nous lie tous, bien entendu, nous apprécions le monde du fonds de fonds. C'est que dans le résultat net de BPI France en 2021, 1,8 milliard de résultats nets quand même pour la Banque publique d'investissement, savez-vous que la moitié vient du fonds de fonds, 900 millions. Petit murmure dans la salle, quand même, au moins. Et donc, vous avez fait un travail extraordinaire. C'est vous qui l'avez fait. Alors, nous, on a bien investi. On vous a probablement donné de bons conseils. Je félicite l'équipe. Équipe merveilleuse, comme chacun sait. Mais vous avez bien travaillé. Vous avez un sous-jacent du portefeuille qui est exceptionnel. J'espère qu'il résiste à peu près correctement dans les moments qu'on vit aujourd'hui, notamment dans la tech. On aura l'occasion d'en parler. On est confiant. Mais tout ceci montre à quel point les fonds, aujourd'hui, dans cette période un peu particulière d'ailleurs, où le private equity a été récemment attaqué, puis défendu, et qui s'en sort très bien, le private equity et le venture capital sont une infrastructure économique pour la France et pour les différents pays dans lesquels nous investissons, parce que nous investissons de plus en plus dans des fonds étrangers, infrastructure complètement fondamentale. Au point même que je finis par me demander pourquoi certaines grandes institutions financières ne font pas du fonds de fonds. Je sais que nous partageons ce doute. Nous aimerions en avoir plus à nos côtés. Ce d'autant plus que, autour de nous, les gens observent ce qui se passe en France et commencent à s'équiper. En particulier notre voisin outre-Rhin, que nous aimons beaucoup, comme chacun sait, mais qui observe l'extraordinaire essor de la French Tech française, de l'écosystème des capital risques français, et qui va voter bientôt une loi dans laquelle il sera fortement recommandé aux caisses d'épargne allemandes d'investir des pourcentages significatifs de leur equity dans l'écosystème en gestation du capital risque et du capital développement allemand. Voilà. Donc, juste pour qu'on se rappelle deux choses. Un, super, on est fort, puissant, très bon pour les entreprises, on les accompagne. Mais deux, c'est une course de vitesse, c'est une concurrence internationale. Et donc, on se projette clairement vers l'avant. Alors, vers l'avant, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attache nos ceintures ? Eh bien, pour plein de raisons. La première, c'est qu'évidemment, pour faire tout ce qu'il y a à faire, il va falloir beaucoup de capital. Il va falloir le chercher dans le monde entier. On sait bien qu'on n'a pas de fonds de pension en France. On sait bien qu'il y a tout ce que vous savez autour des limitations sur les investissements des assureurs. Et donc, il faut qu'on devienne autant que possible, les uns et les autres, des boutiques mondiales qui vont chercher le capital là où il est. Donc constamment en Zoom ou dans l'avion pour aller chercher des capitaux aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord, en Europe continentale, là où il y a des fonds de pension, partout où on va trouver des sources de capitaux. Pourquoi ? Parce que la boule de neige monte de tous côtés et on commence à se dire que vu les levées, même si les valeurs ont été rectifiées à la baisse récemment, mais enfin tout ça repartira. Vu les levées qui s'annoncent pour faire les grands outils, les grandes boîtes que nous avons en ligne de mire, il va falloir beaucoup de capital. Donc, premièrement, mondialiser l'écosystème français. Absolument le mondialiser. J'ai toujours dit, je crois l'avoir dit dès 2013, faire de chacune de nos marques des marques reconnues à l'étranger, des marques qui ont été travaillées et qui ont une profondeur de valeur que tout le monde connaît. Voilà. Il faut que les gens connaissent une quinzaine de marques du private equity français, minimum, comme étant des grandes marques mondiales. Il n'y a pas que les grandes marques anglo-saxonnes. On les aime beaucoup, il y en a dans la salle. On les aime beaucoup. Mais on aimerait bien qu'il y ait aussi, il y en a quelques-unes, on veut qu'il y en ait beaucoup plus. Donc mondialiser. Ensuite, on a un chapitre climatique. Le chapitre climatique, c'est pas que ça soit une punition, c'est que c'est un drame. C'est littéralement un drame ce qui est en train de se passer à tout point de vue. Pourquoi n'avons-nous pas démarré plus tôt à faire cette transition climatique, cette décarbonation de l'ensemble de notre portefeuille ?
comment pourrons-nous l'expliquer à nos enfants? Ça reste un vrai sujet. Hier soir, on a fait un événement où un entrepreneur nous invitait, et l'entrepreneur avait fait un exercice qui consistait à faire écrire à l'ensemble de ses partenaires une lettre à leurs enfants pour leur expliquer pourquoi on n'avait rien fait. C'est pas facile à écrire cette lettre-là. Maintenant, ce qui est certain, je le redis puisque je l'ai déjà dit publiquement, c'est ma conviction, on peut ne pas être d'accord, c'est que, puisque la Chine a décidé d'être carbone neutrale seulement en 2060 et l'Inde en 2070, le 1,5 degré du traité de Paris, probablement inatteignable. C'est déjà trop tard. Donc on est sur une autre frontière. Mais puisqu'on est sur une autre frontière, on n'a pas le choix que d'accélérer, mais carrément. Il faut que ça se sente dans le dos. Et je dois dire qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas assez. C'est toujours incrémental, on a toujours autre chose, etc. Voilà. Et donc, nous, BPI-France, votre financeur, parmi d'autres, on va vous mettre la pression là-dessus. On va vraiment, je suis désolé de vous le dire, hein, on va vous mettre l'épée dans les reins. On n'a pas le choix. On va vous demander d'être beaucoup plus actif sur votre portefeuille. On va vous demander d'utiliser vraiment les 2% de commission de gestion qu'on vous paye pour que vous vous équipiez en infrastructure de conseil et d'accompagnement de l'ensemble de votre portefeuille. Mais avec des constantes de temps qui sont en semestre. On n'a pas jusqu'à 2030. Hein. Je sors du bureau d'Amélie de Montchalin où je lui ai présenté le plan de BPI France. Le plan de BPI France, il s'appelle emballement, le plan de l'emballement, dans une transition en plus désordonnée. Ça tombe de partout, et donc les boîtes vont être obligées de respecter la règle X, puis la règle Z, sans aucun moyen. Donc on court à la catastrophe là, sur une partie du sous-jacent de l'économie européenne, parce que ce qui se passe en France vaut pour tous les pays européens. L'infrastructure du private equity, elle va servir à ça. Au moins, on sait qu'il y a ça. On sait que vous êtes là, sauf qu'il faut que vous vous y mettiez, mais à fond. Je sais que vous avez commencé. Je sais que vous pensez que c'est déjà suffisant ou bien, mais non. La vérité, c'est que non. Tant que toutes les boîtes n'auront pas leur plan de décarbonation extraordinairement clair, que les management packages des managers en LBO n'intégreront pas une dimension climatique, que même une partie de votre carine n'intégrera pas une dimension climatique, en fait, non. Ça voudra dire qu'on n'a pas vraiment décidé de changer. Voilà, donc je suis un peu dramatisant, mais c'est profondément ce que je pense. Hein. On est sur une bataille qui consiste à au moins tenter de faire 2,5 degrés et pas plus. Sachant que, là aussi, il faut se dire les choses. Moi, je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques. La planète, elle s'en fout de chauffer, complètement. De toute façon, elle s'adaptera. Le problème, c'est l'humanité, c'est l'espèce. Et donc, on sait qu'à partir de 4 degrés, 3,5, 3,7, 3,8, 4 degrés, là, c'est l'espèce qui est en jeu. Donc, nos enfants, etc. Bon, pardonnez-moi, c'est grave, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est un chapitre majeur de notre travail. BPI France, Banque du climat, est de plus en plus obsessionnel. Alors, il y a un deuxième chapitre qui est très important. Vous pourriez d'ailleurs penser qu'il est contradictoire, en fait, pas du tout. C'est la réindustrialisation de la France. Par la tech, par l'innovation. Donc la French Tech, la French Fab se parlent et on fait remonter un certain nombre d'unités de production nativement décarbonées dans les territoires pour apaiser le pays et lui redonner un minimum de souveraineté qu'il a largement perdu. Je vous renvoie à une excellente publication qui est sortie en librairie la semaine dernière et qui a créé un traumatisme politique profond, sociétal, une brisure d'imaginaire extrêmement grave et dont on paye encore le prix. Une espèce d'ombre portée lointaine d'une lourde défaite qui n'a jamais été racontée et qui a des conséquences politiques en démocratie qui sont tout à fait catastrophiques. Donc pour 1000 raisons, il faut une industrie. Il faut réindustrialiser la France. Alors le plan de BPI France, vous l'avez peut-être repéré dans la presse, vous avez entendu des choses. Bon, d'abord, on finance massivement l'industrie, hein, c'est 65% de nos fonds propres et c'est 25% de nos crédits. Et puis c'est une grosse partie de notre financement de l'innovation. Mais là où ça devient intéressant, où ça reboucle, et en particulier entre vous tous et toutes qui êtes ici, ça permet de construire une transversalité entre le monde de la tech et le monde du private equity mid-cap classique, c'est que c'est la tech qui va faire remonter un certain nombre d'usines ou moderniser des usines en France. Hein. Donc c'est, encore une fois, la connexion entre le coq rouge et le coq bleu. C'est tout le plan start-up industriel de BPI France. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan start-up industriel de BPI France ? Je détaille un tout petit peu parce qu'on a besoin de vous. On va avoir vraiment besoin de vous et on vous donnera des capitaux pour le faire.
Vous avez le plan Deep Tech. Nous l'avons lancé en janvier 2019. Le plan Deep Tech, c'était quelque chose qui mûrissait chez BPI-France depuis un bout de temps. On savait bien qu'on était parti pour une boule de neige du digital avec des armées de développeurs et de codeurs et que ça, c'était bon, c'était bien parti. Mais on sentait bien aussi, sauf pour la biotech et pour la medtech, qu'il y avait toute une partie de la science dure, sortie des universités françaises, qui ne produisait aucune valeur économique. C'était soit de la publication, c'est-à-dire que c'est gratuit pour le monde entier, soit des licences à des étrangers de préférence, mais pas de boîte. En tout cas, rien qui nous compare à Boston ou au modèle israélien ou à d'autres modèles. Et donc, on a lancé ce plan Deep Tech pour passer à l'échelle dans la création de start-up Deep Tech. On est en train de réussir une partie importante du chemin. On est passé de 50 start-up Deep Tech par an à 250, et on veut monter à 500. Et là, au bout de 24 mois, on a commencé à voir arriver un deal flow d'entrepreneurs Deep Tech qui nous disaient « Maintenant, on a besoin de capitaux pour faire monter la ligne pilote, la première petite usine ou grosse usine. » Parce que, bien sûr, on pourrait la faire à Shenzhen, mais c'est honnêtement très compliqué. Alors, Covid, mais pas seulement. C'est juste que les lignes de valeur commencent à devenir hachées, coûteuses. Et par ailleurs, la question de la souveraineté se repose, et donc on a des choix qui sont incontestablement des choix patriotiques. Comment on fait ? Comment on finance ces premières usines, ces premières lignes pilotes, etc. Donc on a inventé ce plan qui a été validé par l'État. Les moyens nous sont donnés, il a été annoncé en janvier. Et de facto, c'est une sorte de nouvelle verticale du capital investissement. C'est le capital risque industriel. Donc c'est cette idée qu'on va appliquer la méthode du capital risque à des gens auxquels on disait sans cesse « Non, non, c'est pas pour vous. Vous allez prendre votre temps, vous allez y aller petit à petit. Vous êtes dans le monde très progressif, incrémental, de l'EBITDA positif. Faites vos preuves, faites sans cesse vos preuves. Hein, et puis acceptez d'être quand même correctement dilué. » Donc un traitement moral presque différent, même très différent honnêtement de celui qu'on propose aux jeunes entrepreneurs en basket blanche, French Tech, sortis d'une école d'ingénieurs, auxquels on va prodiguer des valorisations extraordinairement généreuses pour qu'ils ne soient pas dilués, lui permettre de financer des EBITDA extraordinairement négatifs, etc. Bon. Ce décalage-là finissait par être moralement, honnêtement, contestable. Et je peux vous dire, certains le savent ici, c'est que dans le monde de l'industrie, donc dans le monde du coq bleu, beaucoup plus provincial évidemment, les gens ont commencé à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette French Tech là ? Et nous ? En fait, nous, on veut créer la verticale du capital risque industriel. Donc, des mises en capital significatives permettant de faire monter sur des valos elles-mêmes basées sur des hypothèses de croissance importantes, eh bien, de nouvelles entreprises industrielles avec des unités décarbonées, très tech, sur le territoire français. C'est une verticale qu'on a, au fond, pratiquée déjà, on l'a travaillée grâce au programme des investissements d'avenir en particulier, qui nous a confié des capitaux pour le fonds Société de projets industriels. Et ce fonds nous a permis d'apprendre ce métier. Et maintenant, on pense qu'on le maîtrise bien. Et on voit ce que ça donne. On a fait monter des usines, et ça va marcher. Maintenant, on passe à l'échelle. Mais pour passer à l'échelle, on a besoin de vous. Parce que le deal flow est très élevé. Hein. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le Fonds national de venture industrielle avec à nouveau le France 2030, donc le PIA, et je salue ces représentants qui sont dans la salle aujourd'hui. Le Fonds national de venture industrielle, c'est pas compliqué, c'est le FNA de l'industrie, du venture industriel. On voudrait que vous construisiez, que vous créiez des fonds d'amorçage industriel, des fonds de venture industriel. Voilà, il y a une poche pour vous financer. Exactement comme pour le FNA, on est capable de monter assez haut en emprise au début parce que c'est risqué, parce que vous apprenez vous-même, sauf certains d'entre vous qui connaissaient le métier déjà, ce métier. Mais on voudrait qu'on s'y mette tous de manière à ce que les entrepreneurs que nous avons engendrés, en allant faire le porte-à-porte des laboratoires dans les universités, les équipes sont là, hein, de BPI France Innovation, c'est ce qu'on fait. On y était encore la semaine dernière à Paris, à l'université du centre, là, la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères. On voit les chercheurs créer des boîtes, on leur dit. Alors là aussi, je précise qu'on pourrait penser que c'est fantastique, la France est en avance, etc. Elle est juste un semestre en avance sur ce que font d'autres pays européens. Tout le monde s'y met. Tout le monde veut réindustrialiser par la tech. Donc partout, il va y avoir du deal flow, il va y avoir des fonds, il va y avoir des usines.
Bon, vous lisez la presse, vous savez que les très grosses usines sont en train de choisir leur destination, beaucoup en Allemagne, un peu en France, vous verrez, il y aura des très belles annonces qui seront faites, on ne se bat pas la coulpe, mais il y a tout le tissu, tout le diffus des petites usines qui vont fabriquer des objets complexes dans des séries relativement faibles, mais ultra digitalisées et encore une fois, nativement décarbonées. Ça, c'est l'avenir, c'est absolument l'avenir. Donc, 2,3 milliards, c'est ce qui a été annoncé en janvier, le plan start-up industriel de France 2030, opéré par BPI France. Très, 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 très important. Le fonds SPI a été rechargé avec 1 milliard d'euros. Donc BPI France en direct est capable d'investir. On a déjà dans cette salle quelques co-investisseurs qui nous ont accompagnés depuis le début dans cette stratégie-là. Quelques, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Hein. Donc il faut qu'on en ait beaucoup plus. Il faut qu'il se passe sur le venture industriel ce qui s'est passé sur l'amorçage dans les années... Bon, le Fonds national d'amorçage a été créé en 2010, de mémoire, hein, et grosso modo en 2014-2015, on savait qu'on avait réussi. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Il faut que dans 3-4 ans, on puisse se dire on a réussi, il y a une infrastructure de venture industriel en France, avec l'amorçage, et ensuite, évidemment, tout s'enchaînera, Seria, etc. Voilà. Deuxième chapitre très important, la réindustrialisation, fondamentale à tout point de vue. Et vous pouvez d'éviter la plotte du narratif sur le sujet, ça coche absolument toutes nos cases, hein, y compris le commerce extérieur, qui, comme vous le savez, est dans une situation absolument cataclysmique, avec 100 milliards d'euros de déficit commercial. Donc climat, industrialisation. Ensuite, il y a un chapitre, là aussi vous avez vu des communiqués de presse avant-hier, c'est les sorties de la French Tech, les sorties en bourse. Hein, la boule de neige monte, bon là elle redescend un tout petit peu, mais enfin, elle va reprendre, et puis à un moment il faudra bien sortir. On est sur des valos très élevés, donc les sorties purement stratégiques à plusieurs milliards, il y en aura probablement très très peu. Donc la bourse. Alors c'est pareil, là aussi si on ne s'organise pas, la pente fatale, qui est celle qu'on ne veut pas, hein, notamment pour des raisons politiques, parce que les Français nous demanderont mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Ça fait 10 ans que vous nous vendez la French Tech. C'est au fond l'un de nos très rares sujets de fierté du moment. Hein. On échoue ici, on échoue là. On a la French Tech. Tout le monde entier le connaît. Et vous allez la coter en totalité au Nasdaq ? Vous ne nous aviez pas dit ça. C'était pas du tout dans le contrat. Donc il faut la coter en France, pour une partie très importante. Pour qu'elle soit cotée en France, il faut qu'il y ait des mains de capital patient, Pierre d'Angle, Cornerstone, pré-IPO, pré-IPO, qui reste. Donc ça, c'est du merde, je ne retrouve plus le nom. Enfin, bref. Et puis, à la cotation, des montants de capitaux significatifs investis. Ensuite, on reste au capital, on est au board. Pas forcément, d'ailleurs, hein, mais plutôt. Et on accompagne le post-market de l'IPO. Voilà. Parce que si... sur les 5 ou 6 premières cotations, on a une chute du cours de bourse après la cotation, eh bien, la leçon sera tirée, hein, et on ira se coter ailleurs. Ça serait une défaite stratégique et politique catastrophique. Catastrophique. Donc, on ne veut pas de ça. On a pris notre décision, par conséquent, une fois que le truc est analysé, on décide assez vite. Hein. Donc, BPI France va mettre 500 millions, la Caisse des dépôts va mettre 300, puis 200, ça fera 500, total 1 milliard. Donc, déjà... BPI France, Caisse des dépôts, 1 milliard d'euros pour s'installer en cornerstone et accompagner les cotations des licornes françaises sur Euronext. 1 milliard, ça ne va pas suffire, on le sait bien. Il faut combien ? Vu tout ce qui est dans le pipeline de cotation, vu les valos, grosso modo, il va nous falloir 3-4 milliards. C'est plus, c'est beaucoup plus. Hein. Et donc là aussi, c'est un sujet d'infrastructure. Il faut qu'on s'équipe. On a un peu de temps pour le faire, mais on n'a pas l'éternité. Hein. Et donc, là aussi, c'est toujours pareil, il faut qu'on aille chercher des capitaux à l'étranger, il faut qu'on ait des équipes capables de faire ça. Chez BPI France, de longue date, on a des équipes Equity Capital Market qui sont capables de faire à la fois du venture et de l'investissement coté, qui sont bilingues, qui maîtrisent les deux constellations. Et des équipes bilingues comme ça à Paris, il n'y en a pas beaucoup, et donc il faut les créer, il faut investir. Et nous, on mettra de l'argent hein, dans les fonds qui vont faire ça, et par ailleurs, dans les IPO. Voilà, troisième point. Quatrième point, et c'est mon dernier, la conséquence de l'extraordinaire essor
de notre profession depuis 10 ans, hein, c'est que, bien entendu, on est sous les spotlights, on nous regarde beaucoup plus. Regardez l'impact d'une déclaration faite cette semaine à nouveau, et on a beaucoup plus de responsabilités. Il se trouve qu'on a eu des très belles années, on va se le dire. La plupart des fonds ont eu de très belles années. Le 2%, 20% est ultra généreux, reconnaissons-le. On est dans une verticale de l'économie mondiale qui est... un jour, on essaiera d'expliquer comment elle a réussi à capter cette valeur. Bon, donc chance, sauf qu'en face de chance, responsabilité. La responsabilité, c'est que les capital gains que vous faites, il faut que vous les réinvestissiez. Le GP commitment, il faut qu'il soit beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Il y a ici, dans cette salle, des fonds qui réinvestissent quasiment tout. Plus le GP commitment, les gains sont élevés, plus le GP commitment doit être élevé. Je vous le dis d'abord parce que c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de vous, entrepreneurs. N'importe quel entrepreneur réinvestit ses bénéfices. Très très peu font du cash out. Les entrepreneurs de l'industrie, bref. C'est l'intérêt collectif de la profession de pouvoir sans cesse dire « Attendez, on réinvestit massivement. Sinon, on sera attaqué. » Moi, je fonctionne par intuition successive. Hein. Je partage avec vous. J'ai l'intuition qu'on sera attaqué. J'ai l'intuition qu'on sera attaqué si on n'est pas clair avec nous-mêmes là-dessus. Donc, du GP commitment beaucoup plus élevé. Hein. Par ailleurs, il faut que les Français participent à cette création de valeur, c'est le retail. Il faut beaucoup plus de retail. Donc, BPI France a lancé son produit. On fait tout ce qu'on peut pour convaincre les autres grands fonds de fonds parisiens de faire la même chose. Il faudrait normalement que... Alors, il y a retail et retail, vous savez bien, mais il y a le retail vraiment populaire, bon, c'est le ticket de 3 000 € de BPI France, et puis il y a le retail qui est quand même du retail, qui sont les feeders. Moi, je pense qu'il faut maintenant systématiser les feeders. Il faut qu'il y ait quantité de personnes physiques qui deviennent, dans la durée, le soutien, je parle avec mes mots, mais j'y crois, le soutien politique de notre profession. Hein, c'est comme ça qu'on crée un parti, une force globale qui vous soutient. C'est tous les gens qui ont investi chez vous. Physique, personne physique. Donc développer le retail, ça fait partie aussi du sujet. Voilà. Plus on sera successful, plus il faudra qu'on partage et plus il faudra qu'on réinvestisse. C'est mon message. Pour le reste, bravo pour vos performances. Hein, c'est vraiment exceptionnel, encore une fois. Et sachez que les profits que nous faisons avec vous, nous les réinvestissons chez vous, hein, puisque, encore une fois, 900 millions de résultats nets du fonds de fonds, et en 2022, nous allons investir dans le fonds de fonds 1,5 milliard. Donc, enjoy the party.